GTR. Voici 3 lettres qui ont fait trembler la ville de Londres pendant plusieurs mois. 3 lettres qui ont changé l'univers de la police en créant le premier serial killer de l'histoire. 3 lettres qui ont donné naissance à des ouvrages et des films qui ont marqué des générations. Voici donc l'histoire de GTR, Jack the Ripper. Bienvenue dans cette série de podcasts Against the Ripper qui vous feront découvrir l'histoire GTR. Vous êtes prêts ? On commence avec l'épisode 1, prénommé Polly. J'ai le plaisir de vous dire que je suis l'homme qui a posé des problèmes à Londres en tuant tout le monde. Je pense commettre 2 crimes ce soir et ensuite, j'essaierai la police. Je vis à Calcutta, cordialement vôtre, Jack l'Éventreur. C'était une nuit comme les autres, dans le quartier de Whitechapel à Londres. La nuit est très froide et sombre. On pouvait sentir l'humidité dans l'air, qui pour certains pouvait provoquer des éternuements. Les rues étaient désertes, la population préférait rester dans les chaumières et se réchauffer comme elle pouvait. Nous étions le vendredi 31 août 1888. Charles Cross, un ouvrier des usines, revenait d'un bar. Il avait passé la soirée avec des amis à prendre des verres de bière. Après une soirée bien arrosée, il décida donc de rentrer chez lui. Il devait être presque 4 heures du matin. En se promenant dans Whitechapel, il décida de passer par la ruelle Bucks Row, une petite ruelle sombre. Il continua son chemin en direction de sa maison et marcha sans faire attention à ce qui venait. Il arriva alors dans une petite cour et de loin il vit une espèce de bâche étendue sur le sol. Il n'y prêta pas plus attention avant de s'en rapprocher. Finalement, il se rendit compte que c'était une femme qui était couchée sur le sol. Il vit tout d'abord que la robe de la femme était relevée jusqu'à sa taille et pensa au début que la femme était ivre et qu'elle ne pouvait pas se relever d'elle-même. En se rapprochant encore, il comprit qu'elle ne bougeait pas. La nuit était trop sombre et il n'y avait pas de lumière dans la zone dans laquelle il se trouvait. Cela l'empêchait très clairement de voir dans quel état se trouvait la femme. Il pensait alors, au vu de ce qu'il pouvait voir, qu'elle avait sans doute été agressée et laissée ici par quelqu'un. Pris de panique, il commença à appeler à l'aide autour de lui. Il était 4 heures du matin et presque plus personne dans les environs. Heureusement pour lui, un autre passant se trouvait non loin de là. Il s'agissait de Robert Paul, un habitant qui passait par là et qui, comme Charles, était en train de rentrer chez lui. Robert Paul se rapprocha de Charles, qui criait pour voir ce qui se passait, et après quelques explications, ils tentèrent de relever la femme pour voir si elle pouvait tenir sur ses jambes. « Prends-lui les jambes! Il faut qu'on essaye de la mettre debout pour voir si elle peut encore marcher toute seule !» s'écria alors Charles. C'est à ce moment-là qu'ils comprirent que la femme était peut-être morte, ne donnant aucun signe de vie. La nuit et la noirceur ne leur permettant pas de bien se rendre compte de la situation, ils décidèrent de trouver un officier de police pour les aider. Ils allèrent donc interpeller l'un d'eux qui était en train de faire sa ronde dans la zone. Ils lui expliquèrent la situation et le policier alla chercher à son tour un supérieur pour aller voir le corps. Ce fut donc John Nail qui arriva avec une lanterne à la main pour éclairer cette pauvre femme. C'est donc avec stupeur que les 4 bons hommes découvrirent une scène de crime surréaliste. En effet, grâce à la lumière de la lanterne, ils pouvaient enfin distinguer clairement la personne et voir son corps avec exactitude. « Restez où vous êtes, les gars. J'ai besoin de voir de quoi il s'agit. » John se rapprochait seul du corps. Ce n'était pas habituel, la victime avait la gorge tranchée de manière très profonde. Le sang coulait sur ses yeux, et ses yeux étaient eux-mêmes grands ouverts. C'était la première fois que John Nail voyait ce genre de choses. Il est sûr que cela ne pouvait annoncer que de terribles nouvelles à venir. Depuis plusieurs décennies, la police scientifique avait fait des bonds en avant en obtenant des informations et de nouvelles techniques pour comprendre et trouver les criminels. Il ne fallait pas donc perdre de temps pour John. Il ordonna d'aller chercher un médecin pour examiner le corps et alla réveiller les habitants du quartier pour obtenir des informations. Après un petit moment, pendant que John Nail essayait d'obtenir des informations, un médecin du nom de Rhys Llewellyn arriva. C'était le médecin de la zone, et il connaissait un peu les habitants.
Malgré les déplacements que le corps avait subis lors des tentatives pour le mettre debout, la scène de crime semblait assez exploitable. À ce moment, Reese pouvait donc conclure de manière pertinente sur ce qui avait pu se passer. La victime semblait être morte moins d'une demi-heure avant qu'elle ne soit découverte par Charles Cross, donc c'est-à-dire 3 heures ou 3h30 du matin. C'était donc un meurtre très récent. Il n'y avait pas beaucoup de sang sur le sol, à l'endroit où elle avait été retrouvée. Il semble avoir coulé sur ses vêtements et les avoir imprégnés fortement. Reese pouvait conclure que la victime avait sans doute été tuée à l'endroit où elle avait été découverte. Pour permettre de poursuivre son autopsie dans de meilleures conditions, il demanda à ce que le corps soit envoyé à la morgue d'Old Mountain Street. Les recherches continuaient alors dans le quartier pour obtenir des informations sur ce que les habitants auraient pu voir ou entendre. Malgré les efforts de la police, rien de bien intéressant ne ressortit de cette enquête de nuit. Il fallait donc compter sur l'analyse du corps en profondeur pour obtenir des informations. C'est donc le lendemain que tous les espoirs reposaient. Le docteur Reese alla donc à la morgue, mais malheureusement une grave erreur fut commise par les agents. En effet, les ordres de ne pas toucher au cadavre n'avaient pas été respectés, car les agents l'avaient lavé et fait disparaître ainsi certaines preuves. Cela évidemment courrouça ce bon vieux docteur. Mais il put quand même examiner le corps et pouvait en déduire certaines informations. Cela n'était pas la première fois. Le cou avait été violemment coupé au niveau de la trachée. Le docteur pouvait voir que celui-ci avait été coupé 2 fois. Ce n'était pas tout. Il pouvait aussi faire ressortir que l'abdomen a été mutilé avec un grand couteau. Il y avait une grande blessure longue et profonde, mais aussi des plus petites blessures, sans doute plusieurs coups de couteau, dont l'un avait touché en profondeur sa cible. Une trace à la mâchoire indiquait un coup violent à ce niveau, qui aurait pu être le premier coup pour assommer la victime. Après avoir fini son travail, il était temps pour la police de savoir qui pouvait bien être la victime. C'est donc au Whitechapel Working Lads Institute que commence l'affaire. C'était un lieu pour les jeunes travailleurs, avec une cour de justice, un endroit pour trouver du monde qui aurait pu identifier la victime. Ce fut le cas lorsqu'une femme reconnut la victime. Son nom était Marianne Nichols, une femme de 42 ans. Les gens qui la connaissaient l'appelaient Polly. Merci à vous. Voici donc le premier podcast Against the Reaper. Elle se prénommait Polly, dans lequel vous avez pu suivre le premier épisode. Vous pourrez retrouver la suite de notre aventure Against the Reaper, l'histoire de Jack l'Éventreur, dans les podcasts qui suivront et avec la suite de cette aventure pour savoir ce qui s'est passé et comment a réagi la police. Je vous remercie et on se retrouve une prochaine fois. Évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter nos vidéos et à nous suivre sur YouTube. Merci.